Le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Arouri, a été tué dans une frappe israélienne à Beyrouth et qui a fait au moins 6 morts. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir délibérément pris pour cible des civils lors de son attaque aérienne sur Kiev et Kharkiv dans la nuit de lundi à mardi. Mardi soir, Saleh al-Arouri, numéro 2 du Hamas, a été tué par une frappe israélienne de drone alors qu'il se trouvait dans la banlieue de Beyrouth, au Liban. La frappe a touché un appartement dans un bastion du Hezbollah. Plusieurs autres cadres du mouvement islamiste sont également morts dans cette attaque, imputée à Israël, d'après les médias locaux. C'est la première fois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas que les abords de la capitale libanaise sont visés par Israël. Saleh al-Arouri était un dirigeant politique du Hamas, fondateur de l'aile militaire du mouvement. Le Hamas a déclaré que son assassinat ne mettrait pas fin à la résistance. Le Hezbollah promet que cet assassinat ne restera pas impuni. Son leader, Hassan Nasrallah, doit donner un discours très attendu ce jour. Après l'annonce de la mort de Saleh al-Arouri, de nombreux Palestiniens se sont rassemblés dans les rues de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Because of the escalating tensions and the fragility of the situation in the region, we are calling for maximum restraint from all parties. Pendant ce temps, les incursions militaires israéliennes se poursuivent dans la bande de Gaza, où une frappe israélienne près du camp de réfugiés de Nuseirat a rasé un bâtiment mardi, tuant au moins 8 personnes. Plusieurs enfants ont été retirés des décombres. Près de 3 mois après le début de ses opérations militaires dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé le retrait de milliers de soldats. En attendant, les bombardements se poursuivent et se concentrent désormais dans le centre du territoire, malgré la présence sur place de nombreux réfugiés qui ont fui le nord de l'enclave palestinienne. C'est le cas particulièrement de la ville de Khan Younes, théâtre de nombreuses frappes israéliennes ces derniers jours. Le Croissant Rouge a annoncé y avoir installé un camp pour accueillir ces déplacés. Et alors que plusieurs kibboutz situés autour de la bande de Gaza avaient été évacués après l'attaque du Hamas, le gouvernement israélien a annoncé que certains habitants pourraient prochainement rentrer chez eux. לפי המלצת צה"ל ומערכת הביטחון, אנחנו נחזיר בקרוב את היישובים שנמצאים בטווח של 4 ועד 7 קילומטר בצפון העוטף אל בתיהם. קבוצה ראשונה של 7 יישובים כבר נקבעה, הם קיבלו הודעות. הקיבוץ דורות שבו אנחנו נמצאים עכשיו הוא אחד מהם. Plusieurs kibboutz ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023, comme celui de Kfar Aza, situé à 2 km de la bande de Gaza. Sur les 800 personnes qui y habitaient, plus de 100 ont été tuées. Au total, plus de 1140 personnes ont été tuées par le Hamas le 7 octobre. Les opérations militaires de l'armée israélienne, déclenchées en représailles de cette attaque, ont fait plus de 22 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas et devraient durer tout au long de l'année 2024 selon Tsahal. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir délibérément pris pour cible des civils lors de son attaque aérienne sur Kiev et Kharkiv dans la nuit de lundi à mardi. Les autorités ont fait état d'au moins 5 morts et d'une centaine de blessés. Les dégâts matériels sont considérables. L'approvisionnement en électricité a été affecté. 35 des 72 missiles lancés par les forces russes ont été abattus, parmi lesquels 10 missiles Kinjal, un record selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait l'éloge des systèmes de défense occidentaux, notamment des patriotes américains qui ont permis, selon lui, de sauver des centaines de vies. Sur ces images, le cratère laissé par l'un de ces missiles abattus. Les missiles hypersoniques Kinjal sont pourtant considérés comme quasiment indestructibles par le président russe Vladimir Poutine en raison de leur vitesse. Moscou a par ailleurs indiqué que la région russe frontalière de Belgorod avait été la cible de nouvelles frappes ukrainiennes ces dernières heures. Samedi, un bombardement y avait fait 25 morts et une centaine de blessés. Ils ont survécu à l'horreur.
Ce mardi, à l'aéroport de Tokyo, la collision d'un Airbus de la Japan Airlines avec un avion des gardes-côtes japonais a fait 5 morts parmi les occupants de ce dernier et aucun dans le premier. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage ayant pu être évacués avant que l'appareil ne s'embrase. Mais ces derniers commencent à raconter ce qu'ils ont vécu, dans des témoignages rapportés par plusieurs médias internationaux ou des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Quelques instants après l'accident, ce jeune Suédois a capturé le chaos à bord de l'appareil en fumée. Heureusement, l'évacuation d'urgence a été très vite déclenchée. Les circonstances de l'accident sont encore à élucider, et notamment pourquoi les deux avions sont entrés en collision. Une équipe d'experts internationaux, notamment des conseillers techniques Airbus qui ont travaillé sur la conception de l'A350, participe à l'enquête. As an accident investigator, my focus is on what happened much longer ago, on how the two aircraft came to collide, and the moments up until all those who could be saved were saved. If reports are correct that everybody evacuated this aircraft successfully, then that is fabulous news. Il s'agit du premier accident majeur impliquant un A350, un avion de nouvelle génération construit en grande partie à partir de matériaux innovants, tels que le plastique renforcé de fibres de carbone. Tous les vols au départ ou à destination de Tokyo Haneda ont été annulés. Les avions déjà en route ont été détournés vers les autres aéroports de la capitale. Alors que les sols sont déjà saturés par de fortes précipitations en novembre, des intempéries ont causé des inondations dans une partie de l'Allemagne, en Thuringe notamment où la situation est jugée critique. Des centaines d'habitants ont dû quitter leur domicile face à la montée des eaux. En France, face au risque de crue, le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge. Certains habitants qui ont déjà été touchés par des inondations en novembre et en décembre ne cachent pas leur inquiétude. Une deuxième inondation comme la première fois, donc c'est très très angoissant. On se demande quand ça va s'arrêter et où est-ce qu'on va être logé, parce que pour la deuxième fois, c'est affreux. Le dispositif de secours a été renforcé et le ministère de l'Intérieur français recommande aux habitants de ne pas utiliser leur voiture et de s'éloigner des cours d'eau. Plusieurs autres départements du nord du pays ont également été placés en alerte orange crue. Le Parlement européen va accélérer ses travaux pour clore le plus grand nombre de dossiers avant les élections européennes et la fin de cette mandature. Si le scrutin continental est prévu début juin, les tâches parlementaires prendront fin en avril. Il reste donc 4 mois aux eurodéputés pour voter plus de 140 textes. L'hémicycle veut aussi intensifier les discussions avec le Conseil, l'institution qui représente les États membres, et se dit prêt à ajouter des sessions de vote. Es verdad que va a haber sesiones plenarias aquí en Estrasburgo con muchos temas que votar. Normalmente lo que se puede hacer es añadir sesión de voto, por ejemplo, por la tarde para no votar más de 2 o de 3 horas seguidas, de manera que los diputados guarden la concentración. No se puede estar votando durante horas y horas. Le Parlement européen devra se prononcer sur des textes majeurs comme le nouveau pacte sur la migration et l'asile, la loi sur l'intelligence artificielle ou encore les nouvelles règles budgétaires de l'Union. Certains estiment à Bruxelles que cette course parlementaire s'explique par la perspective de voir l'extrême droite progresser à l'issue des élections européennes, ce qui pourrait représenter un obstacle pour l'adoption de ces propositions. Toutefois, le coprésident des Verts au Parlement voit dans les projets migratoires et environnementaux une tentative dangereuse d'amadouer les formations populistes. There's still many other files on the Green Deal side. There's this infamous Asylum and Migration Pact too, on which there's an agreement that won't solve anything, and that basically follows the footsteps of the radical right, which I think is also a big mistake. I would say, if I look at what my group is going to do between now and the end of the term, will be to play defense. Because, well, what I believe is that the vast majority is sleepwalking the European Union into disaster, and we must prevent that. Selon les derniers sondages, l'extrême droite pourrait remporter des sièges supplémentaires au Parlement européen à l'issue des élections, ce qui affaiblirait les forces traditionnelles de gauche et de droite. Gracias.
Suite aux polémiques auxquelles elle fait face depuis quelques semaines, la présidente d'Harvard a annoncé sa démission ce mardi. Nommée en juillet, Claudine Gay est accusée de plagiat sur certains de ses travaux académiques, mais également d'avoir tenu des propos jugés ambigus sur les questions liées à l'antisémitisme dans la prestigieuse université. En décembre, 2 autres présidents d'universités américaines avaient démissionné après des accusations d'antisémitisme dans leurs établissements. Les dégâts étaient déjà importants sur un an, mais X, anciennement connu sous le nom de Twitter, continue de voir sa valeur chuter. Le gestionnaire de fonds Fidelity, qui a aidé Elon Musk à reprendre l'entreprise, estime que le réseau social vaut désormais moins d'un tiers de sa valeur d'achat. La plateforme serait donc évaluée à environ 12,5 milliards de dollars, bien loin des 44 milliards déboursés par Elon Musk pour l'acquérir. Depuis le rachat par le patron de Tesla, des changements importants ont eu lieu chez X. La plupart des employés ont été licenciés ou ont démissionné. L'entreprise a subi une perte de plus de la moitié de ses revenus publicitaires. C'est une bonne nouvelle pour le règne animal. Après des décennies de braconnage au Rwanda, la population des gorilles des montagnes est en augmentation. En 2008, il ne restait plus que 680 gorilles de montagne dans la nature, mais ce nombre a progressivement augmenté pour atteindre 1063 primates. Ce succès est attribué à de bonnes conditions de vie et à une tolérance plus grande des gorilles à l'égard de la présence humaine. Selon les experts, cette augmentation est une étape cruciale pour la préservation des gorilles.